Alors, bienvenue donc au deuxième séminaire sur Heidegger. Raté, manqué, échoué, défaillant, manquant, déficient, défectif. Quel est le mot? Le mot pour cette ombre de Nietzsche, qui est une ombre du fascisme raté. À midi, vous savez, l'ombre est la plus courte. Alors, j'aimerais commencer avec deux petits passages, deux épigraphes. Ils viennent des carnets noirs, publiés finalement en 2014. C'était les cahiers privés de Heidegger, qu'il voulait publier en fin de son œuvre complète. Le premier passage est un passage de 1933. C'est dans le troisième carnet. C'est le passage numéroté 198. En quelle mesure le national-socialisme ne peut en aucun cas devenir principe d'une philosophie, mais au contraire, doit toujours être placé sous la philosophie en tant que principe? En quelle mesure, en revanche, le national-socialisme peut assurément prendre certaines positions et ainsi contribuer à faire advenir une nouvelle position fondamentale vis-à-vis de l'Est? Mais cela à son tour uniquement à la condition expresse qu'il soit capable de se connaître au sein de ses propres frontières, c'est-à-dire comprenne qu'il n'est vrai que s'il est en état, s'il parvient à la stature de libérer une nouvelle vérité en la préparant. Deuxième passage, aussi de 1933, dans le troisième carnet, c'est le numéro 70. Heidegger écrit: « Nous ne voulons pas donner des soubassements théoriques au socialisme national, comme si nous prétendions ainsi le rendre apte à porter sa charge et à durer. Ce que nous voulons, c'est, en anticipant leur élaboration, fournir au mouvement et à sa force de direction des possibilités de configurer le monde et de le déployer. » Dans leur correspondance entre Martin Heidegger et Karl Jaspers, on retrouve une lettre écrite de Heidegger à Jaspers, datée du 16 mai 1936, dans laquelle Heidegger déclare d'avoir appris lors d'un passage à Rome que Jaspers travaillait sur un livre sur Nietzsche. Donc on est là en mai 1936. Ce livre de Jaspers paraîtra l'année suivante, en 1936. Le livre s'appellera Nietzsche, Introduction à sa philosophie. Heidegger raconte à Jaspers qu'en février 1936, donc 2-3 mois avant, et il donne la date précise, que Heidegger avait déjà annoncé un cours sur Nietzsche pour l'année suivante à Freiburg. Heidegger indique clairement dans sa lettre avoir lu la préface et du moins avoir reçu le livre de Jaspers. Il indique qu'avec la publication de ce livre, il n'aura plus besoin de donner un cours sur Nietzsche. Il indique donc aussi que depuis l'automne 1935, il se trouve sur la commission pour l'édition des archives de Nietzsche. Et il dit « Je suis
tout à fait à contre-cœur, mais pour les besoins de la cause dans la commission. Et c'est ensuite dans sa lettre à Jaspers que Heidegger lui écrit, donc en mai 36, qu'il n'allait pas enseigner Nietzsche puisque Jaspers avait tout dit. Il écrit à Rome, donc j'ai su que vous travailliez à un livre sur Nietzsche. En février de cette année, j'avais annoncé pour l'hiver prochain un cours sur la volonté de puissance de Nietzsche. Ce devait être mon premier. Maintenant que votre livre est là, je n'ai pas besoin de faire cette expérience, car mon intention était justement ce que vous dites clairement et simplement dans votre préface. Montrer qu'il est temps de passer de la lecture de Nietzsche au travail. Maintenant, je peux tout de suite indiquer simplement votre livre, qui est en outre accessible aux étudiants. Et pour cet hiver, je choisirai un autre cours. Alors, comme nous savons, bien sûr, Heidegger commence ses enseignements sur Nietzsche quelques mois plus tard, pendant le semestre de l'hiver 36-37, quand il donne son cours sur la volonté de puissance en temps quart. Volonté de puissance en temps quart qui représente donc une section de la troisième section de la volonté de puissance. Et bien sûr, il continuera pendant des années suivantes. Étonnamment, au début de ses premiers cours, donc quelques mois plus tard, en 36, dans le volume 1, on retrouve à la page 19, Heidegger déclare qu'il est inutile de lire d'autres commentaires sur Nietzsche. Il dit « Nous renonçons à indiquer ou même à discuter d'autres commentaires de genre très différents sur Nietzsche, puisque rien de tout ceci ne saurait servir à la tâche de nos leçons. Qui n'a le courage ni l'endurance de la pensée pour s'absorber dans les œuvres mêmes de Nietzsche n'a pas besoin non plus de rien lire sur Nietzsche. » Une petite gifle peut-être, un peu comme quand Will Smith a passé la gifle à Chris Rock aux Oscar Awards. Une petite gifle à ce livre qui, bien sûr, tous ces étudiants auraient, qui vient d'être publié en 36, et bien sûr quelque chose qui contredit ce qu'il avait dit dans sa lettre à Jaspers. Ça dit long sur leur relation, qui était vraiment purement professionnelle. 10 pages plus tard, dans ses cours, Heidegger développe une critique assez serrée de Jaspers. Pour Jaspers, Heidegger dit « Il est impossible de prendre au sérieux cette doctrine en tant qu'une question objective, l'éternel retour, parce que selon lui, il n'existe pas en philosophie une vérité du concept ni du savoir conceptuel. » C'était la dernière lettre que Heidegger a écrite à Jaspers jusqu'après la guerre. Leur prochaine correspondance reprendra en 1949, se résumera en 1949, après que Jaspers avait témoigné contre Heidegger en 1945 aux commissions de dénatification. Et c'était donc bien au début des années 30, milieu des années 30, pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, vraiment jusqu'au début des années 1960, que Martin Heidegger s'est tourné vers la pensée de Nietzsche. Encore une fois, nommé à la commission pour entreprendre la publication intégrale des archives, environ en 1935, archives qui avaient été rassemblées et fondées par la sœur de Nietzsche en 1894.
Heidegger commence à écrire une série de conférences et de manuscrits à l'université de Freiburg et autre part, qu'il publiera en 2 gros volumes, Nietzsche, volume 1 et 2, en 1961. Les textes qui forment le corpus de ce travail sont donc 4 cours, 4 longs cours substantiels, des cours magistraux sur Nietzsche que Heidegger avait donné à l'université de Freiburg. Donc, premièrement, le premier étant celui du semestre d'hiver 36-37, qui est la volonté de puissance en tant qu'art. Le deuxième, ensuite, l'été qui suit, 1937, avec l'éternel retour du même. Ensuite, l'été 1939, avec la volonté de puissance en tant que connaissance. Et ensuite, le premier trimestre de 1940, donc en plein guerre, le nihilisme européen. En plus, il y a des manuscrits de cours sur Nietzsche qui n'ont pas été, quelques-uns qui n'avaient pas été livrés, mais écrits de 1939 à 1940. Donc, il y a l'éternel retour du même et la volonté de puissance de 39, métaphysique de Nietzsche de 40, la métaphysique en tant qu'histoire de l'être de 41, projet sur l'histoire de l'être en tant que métaphysique 41 et la remémoration dans la métaphysique de 41. Et puis ensuite, il y a aussi un essai sur Nietzsche et le nihilisme qui est composé au cours des années 1944 jusqu'à 1946, qui s'appelle « Les déterminations ontologico-historiales du nihilisme » et qui, historiquement, aurait coïncidé donc avec l'apogée de la solution finale pour l'extermination des populations juives et autres. Tous ces textes ont été retravaillés par Heidegger au cours des années 1950 et 60 et préparés donc pour publication en 1961. Alors, Heidegger propose de faire une critique. Dans les mots de Heidegger, une explication qui, dans ce sens, il écrit à la page 15 du premier volume, revient à exercer une authentique critique. En allemand, cette notion d'explication, aus einer Setzung ist echte Kritik, véritable, vrai, une vraie critique. Il écrit quelque chose de très beau sur cette notion de critique à la page 15. Quand il parle de critique, il écrit « C'est l'unique et suprême manière d'apprécier véritablement un penseur. Car la critique, elle, se charge de repenser sa pensée, de la poursuivre, non dans ses faiblesses, mais dans sa force agissante. Non dans ses faiblesses, mais dans ses forces agissantes. Et pourquoi cela? Afin que nous-mêmes, par cette explication, nous devenions libres pour soutenir le suprême effort de la pensée. » Très joli, je trouve, comme idée de critique. D'essayer toujours de trouver ce qu'il y a de plus utile pour nous-mêmes. Alors, force agissante, je dirais que très rapidement, enfin dès le début, même avant ce passage, cette rencontre de Heidegger et de Nietzsche est plus agonistique, c'est plus que de l'agon, c'est du litige. Dès la préface, Heidegger commence sur le thème du litige. Il entame sa préface en termes de cause litigieuse, se réfère à die Sache, der Streitfall, en d'autres mots, le cas, le litige. Et je pense ainsi que c'était un litige auquel Heidegger se réfère dans ses propres, dans la traduction, une prise de position de l'une par rapport à l'autre partie. Et je dirais que c'est certainement de cette manière-là que Heidegger, du moins, entame l'engagement avec Nietzsche, comme un débat, comme un conflit, comme une confrontation. Et pourquoi litige, alors?
comme j'avais essayé d'expliquer dans mon essai pour Nietzsche 1313 en 2017, dont je vous refaire dans le syllabus. Et tout ça, c'est en ligne, en ligne sur le Nietzsche 1.13. Le problème litigieux, en fait, se trouve, je pense, dans le livre Être et temps, publié en 1927, donc 5 années avant, ou 5 à 7 années avant, où il y a, je trouve, les grains de cet intérêt de Heidegger pour Nietzsche. Les graines d'une confrontation étaient implantées dans cette discussion de la volonté, n'est-ce pas? Et on retrouve ça dans l'édition française à la page 243. 243, c'est l'originel en allemand, c'est la page 194. Ou après un passage fascinant sur théorie et praxis, il écrit que, et c'est dans le contexte donc de son chapitre sur le souci, sur le fondement du Dasein qui est le souci, Sorge, quand il écrit que le phénomène du souci dans cette entièreté, essentiellement infragmentable, a des actes particuliers ou des tendances, il y a un échec qui guette la tentative de mettre ce phénomène de souci sous la volonté ou l'envie. Il écrit donc: vouloir et avoir envie ont, par nécessité ontologique, leurs racines dans le Dasein, dans le être là, comme souci, et ne sont pas simplement enracinés de manière ontologiquement indifférenciée dans un courant d'événements vécus qui, quant à son sens d'être, reste dans une complète indétermination. Donc, il avait essayé donc de subsumer la notion de volonté, d'envie, de penchant, d'appétit, donc tous ces aspects qui sont au cœur même de la notion de volonté de pouvoir. Il l'avait mis sous le concept du souci. Et donc, il avait écrit que le souci doit être différencié de ces phénomènes qui pourraient sembler s'identifier au souci, mais qui doivent être distingués, et donc, en premier lieu, la volonté. Et alors, donc, c'est donc dans ce débat, ce conflit, cette confrontation, l'effort immédiat, la position assez immédiate de Heidegger est d'essayer de subsumer le travail de Nietzsche dans sa propre question qui est: qu'est-ce que l'étant? Petite parenthèse, petite note, je trouve absolument désastreux la manière dont on a traduit Heidegger en français, l'utilisation de ce terme étant, le maintien de Dasein. Vraiment, je trouve ça un désastre pour la philosophie, pour la discipline. Donc, je vais lire ce qui est la manière de traduire, mais vraiment, il y a des autres mots qui auraient pu être choisis, comme des choses qui existent très facilement. Souvent, très facilement, ça pourrait être des êtres humains. Des fois, ça pourrait être des choses qui existent, qui sont, mais
je trouve que toute la manière dont on a créé des barrières à la compréhension d'un texte qui est en fait, qui devrait être en fait très facile, sont regrettables. Donc, excusez-moi, je vais utiliser des fois les expressions qui ont été utilisées, mais j'essaierai aussi d'être plus clair. De toute façon, dès les premiers paragraphes du Nietzsche, Heidegger insiste que l'ouvrage le plus important de Nietzsche est donc la volonté de puissance et que la notion de volonté de puissance représente le fondement de toute chose existante. Ce qui veut dire que Nietzsche et tout son travail ne posent que la question de ce qui est le fondement de toute chose existante, la question donc de Heidegger, n'est-ce pas? Il le dit assez clairement à la page 14. Alors, il dit, alors il apparaît que la pensée de Nietzsche ne fait que suivre la longue voie tracée à partir de l'antique interrogation de la philosophie, qu'est-ce que l'étant? Et donc on voit l'affrontement litigieux immédiatement dans ce premier cours, la minute qu'il se tourne à la substance de sa propre réponse à la question que sont les choses qui existent, qu'est-ce que l'étant, et ce qu'il dit, c'est que pour Nietzsche, c'était le devenir qui était le plus important. Mais que ce devenir, il écrira, le devenir même n'est que quand il est fondé dans l'être en tant que l'être. Et donc, c'est immédiatement dans ces paragraphes, on retrouve à la page 26, par exemple, qu'on retrouve Heidegger en train de plier Nietzsche à sa propre philosophie. Toute la philosophie de Nietzsche, il nous dit, revient à penser l'être en tant que le temps. Je continue la citation. Nietzsche a pensé cette pensée, mais il ne la pensait pas encore en tant que question de l'être et du temps. Als Frage von Sein und Zeit. Alors, c'est pas en italique encore, n'est-ce pas? Ce sont les concepts pour l'instant. Mais dans le paragraphe suivant, on le retrouve très clairement. Je dirais qu'il est un peu embarrassé peut-être par cette proximité finalement de Nietzsche et de Heidegger, où il dira, il vient donc d'émettre ces termes, être, temps. Ensuite, il dit, si nous situons la volonté de puissance, c'est-à-dire la question que se pose Nietzsche au sujet de l'être, de l'étant, dans l'optique de la question de l'être et du temps, là, être et du temps sont en guillemets, cela bien entendu ne veut pas dire non plus que l'œuvre de Nietzsche serait mise en rapport avec un ouvrage intitulé Sein und Zeit, en italique, pour être interprété et mesuré selon ce qui est dit dans cet ouvrage. Ce livre même, on ne saurait l'apprécier que pour autant qu'il rend ou ne rend pas justice à la question soulevée. C'est tout, j'ajoute. Il n'y a pour en juger d'autres critères que la question elle-même. Seule la question est essentielle, non pas ce livre qui ne fait qu'acheminer au seuil de la question, non pas encore à l'intérieur d'elle-même. Bon, alors, comment est-ce que se déploie ce remaniement de Nietzsche? Il se déploie à travers quelques concepts dont vous êtes bien familiers, j'imagine, de la part de Nietzsche, mais aussi de la part de Heidegger. La première,
Le premier, c'est la création artistique. Bien sûr, ça c'est tout le propos du premier essai de Heidegger. Tout le premier essai sur la volonté de puissance en tant qu'art développe cette conception que Nietzsche se fait de l'art, qui représente de fait donc la quatrième partie du troisième livre de la volonté de puissance. Il est en train en fait d'élaborer, en partie je pense, il est en train de travailler les fragments qui sont qui sont situés dans le livre que la sœur de Nietzsche avait donc mis ensemble. Alors, le cœur du propos ici se trouve vers la page 69 du premier volume, où il montre bien que d'être un artiste consiste à avoir un certain pouvoir de produire, et que la production, là, nous trouvons l'essence vraiment du devenir de l'être. Il écrit: dans l'être artiste, nous rencontrons le mode le plus transparent et le plus connu de la volonté de puissance. Et bien sûr, c'est un passage très important qu'il élabore chez Nietzsche et dont il nous rappelle, c'est ce passage où Nietzsche parle de l'art comme le contre-mouvement, n'est-ce pas? Le contre-mouvement contre les formes de décadence de l'humanité, religion, morale, philosophie. C'est aussi, Heidegger déclare le contre-mouvement contre le nihilisme. Et ça se rapproche, c'est en liaison, cette production artiste, comme étant le fondement du nouvel humain, le surhumain. Il écrit à la page 199, est-ce que c'est à la page 199? Il écrit, je pense, à la page 99, que le surhomme est l'homme qui donne à l'être un fondement nouveau, dans la rigueur du savoir et dans le grand style de la création. Bon, aussi dans mon travail antérieur sur Nietzsche, j'avais essayé de démontrer qu'il y a une vraie correspondance ici avec d'autres idées qui pourraient être très intéressantes et fructueuses pour nous de développer. Entre cette reprise heideggerienne de la notion de la créativité artistique comme volonté de puissance, comme un type d'esthétique de l'être chez Heidegger, avec l'orientation de Foucault vers une esthétique de l'existence. Donc on pourrait rapprocher, distinguer, mais penser à la manière dont son propre développement, Heidegger, de cette notion et de cette importance d'une esthétique de l'être est reprise chez Foucault, ou bien se distingue chez Foucault de cette notion d'esthétique de l'existence qui est très importante, particulièrement dans les dernières années de Foucault, dont il en parle en 83, en 84, dans des essais importants où il essaie de fonder, en partie, je dirais, de fonder sa propre éthique sur la création du soi comme œuvre d'art, n'est-ce pas? Et je pense aussi qu'on pourrait lier ça aux surréalistes et sur tout le travail, par exemple, de Breton,
sur le frisson et le rôle du frisson dans une esthétique, peut-être une esthétique de l'être. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là pour des intersections importantes. Autre concept qu'on retrouve, oui. Le frisson. Le frisson, c'est oui. C'est vraiment, si je me rappelle bien, c'est dans le manifeste du surréalisme. Il faut qu'on relise ça alors, parce que c'est vraiment, c'est vraiment important. C'est cette notion que le frisson qu'on a, qu'on expérience quand on est pris par un objet d'art ou de la musique représente en fait un moment essentiel de notre existence. Bon, on va étudier ça, okay, parce que c'est important. All right. Bon, alors, deuxième grand concept qu'il développe, le nihilisme européen et le développement de ce nihilisme, bien sûr, se trouve dans le deuxième volume. Et on retrouve un passage, je dirais, très important vers la page 32, 33, 34, où Heidegger montre bien que toute la pensée critique de Nietzsche représente une analyse historique de la fin de toute une époque morale et intellectuelle. Et c'est donc ça le concept de nihilisme qu'il développe chez Nietzsche. Une réflexion sur, bien sûr, la proposition Dieu est mort, mais plus largement que sont morts tous nos systèmes de valeurs, de sens, de représentation, de systèmes moral et politique et intellectuel. Donc toute une métaphysique, métaphysique comme étant, je dirais métaphysique comme étant, Nietzsche dit, pardon, Heidegger dit la vérité concernant les temps dans sa totalité. Donc la vérité concernant les choses qui existent dans leur totalité. Et tout ça se termine à la page 33, ou bien ça culmine dans ce passage où il est écrit que le nihilisme constitue l'avènement souverain de cette vérité, que tous les buts assignés à l'étang jusqu'alors sont devenus caducs. Donc, l'analyse de Heidegger, c'est que ce travail sur le nihilisme de Nietzsche, en fait, ouvre une nouvelle porte à de nouvelles institutions, à des nouvelles valeurs. Donc, avec la déchéance historique, ou bien chez Heidegger, historiale, dans la traduction dans l'allemand, on retrouve donc la déchéance de tous nos croyances, mais cette thèse sur le nihilisme européen est accompagnée de tout un optimisme au sujet d'une nouvelle époque, d'une nouvelle institution de valeurs. Pour Nietzsche, il y a donc ouverture vers une nouvelle période, et Nietzsche conçoit, selon Heidegger, sa propre philosophie comme contre-mouvement à ce nihilisme, et donc, paradoxalement, ce nihilisme est accompagné de nouvelles croyances. Heidegger écrit donc, en bas de la page, à 33, Nietzsche caractérise ainsi sa propre métaphysique et la conçoit en tant que le contre-mouvement de toutes celles qui l'ont précédé. De la sorte, le terme nihilisme perd sa signification strictement nihiliste, pour autant qu'il entendait l'anéantissement et la destruction de toute valeur jusqu'alors prédominante, et en même temps que la pure nullité de l'étang et le caractère désespéré de l'histoire du genre humain. Donc pour Nietzsche, le nihilisme donne naissance à un contre-nihilisme.
lecture, je pense, assez brillante de Nietzsche, et brillante sur la transvaluation des valeurs aussi dans ce texte, qui est bien sûr au centre même de la pensée de Nietzsche et d'autres, je pense. Je pense que c'est en fait tout le fondement, on pourrait dire, d'une théorie critique de la valeur. Un fondement euh, que j'ai peut-être essayé de développer dans la troisième partie de Critique et Praxis. Bon, mais ce qui suit dans cette discussion immédiatement, c'est l'effort, encore une fois, de relire Nietzsche à travers le livre Être et temps. Et on le voit immédiatement. Après, au milieu de la page, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on peut si souvent, en lisant ces cours, écrire non dans la marge. La transvaluation, Heidegger écrit, conçoit pour la première fois l'être en tant que valeur. Donc, c'est toute une discussion de la transvaluation et tout d'un coup, c'est complètement repris et replié comme étant essentiellement une façon de voir l'être en tant que valeur. Avec elle, la métaphysique commence à être une conception de valeur. Dès lors, il écrit en bas que l'interprétation de la totalité de l'étang ne doit plus s'effectuer du haut d'un suprasensible, d'un transcendant établi au-dessus de l'étang, ce n'est que dans celui-ci même que l'on puisera les nouvelles valeurs et leurs critères. L'étang lui-même nécessite ainsi une nouvelle interprétation qui déterminera son caractère fondamental, etc. Mais tout de suite, on voit que ce travail brillant, je trouve, sur la transvaluation est encore une fois remis dans la question de Heidegger. Bon, troisième concept, bien sûr, l'éternel retour. Qui est pour Heidegger ce qu'il appelle la plus lourde pensée. Là, on est, je crois, dans le premier volume. Et il pose la question, pourquoi est-ce que c'est la plus lourde pensée? Bon, alors, pour Heidegger, encore une fois, et on en avait parlé un peu au premier séminaire, c'est la plus lourde pensée parce que c'est le moyen de transformer la volonté de pouvoir en élément stable de l'être. Okay? Et c'est vraiment dans cette confrontation avec le devenir de Nietzsche et les passages que nous avions lus la dernière fois que l'éternel retour du devenir devient essentiel, n'est-ce pas? Ne reste pas du devenir, ça ne reste pas du devenir, ça ne reste pas du devenir parce que c'est un éternel retour qui le transforme en être. Bon, dans les travaux antérieurs, j'ai essayé de développer, bien sûr, la toute autre interprétation que je trouve plus convaincante de l'éternel retour, qui est cette interprétation éthique plutôt que ontologique. Et donc, l'éternel retour comme étant l'imposition éthique sur soi de se poser cette question quand on agit, de se dire quand viendrais-je si je devais faire la même chose pour le reste de ma vie, n'est-ce pas? C'est vraiment ça, c'est la plus lourde pensée, je pense. En fait, c'était à l'origine, je dirais, de l'invention de l'éternel retour chez Nietzsche dans le déssavoir, et ce serait une interprétation très différente, mais c'est bien sûr, ce n'est pas
ce que Heidegger fait. Heidegger plutôt essaye de comprendre l'éternel retour à travers la question de l'essence des choses qui existent. Il y a un passage intéressant ici dans les cahiers noirs, dans le 4e cahier noir, dans le paragraphe, enfin la section 189. Ouais. Où vraiment on retrouve ce même effort, mais encore plus explicite peut-être. Donc c'est le 4e cahier qui aurait été en à peu près 1936. Donc à l'époque où il est en train de donner ses cours, il écrit au paragraphe 189: en ce qui concerne l'interprétation de la philosophie de Nietzsche, point, aussi loin qu'aille l'intuition selon laquelle la doctrine de l'éternel retour de l'identique est bien en fait et même en droit la doctrine fondamentale de sa métaphysique, les efforts consentis en cette direction ont leur source dans le travail effectué dans l'horizon d'être et temps. Là, c'est italicé, donc c'est du livre Être et temps. C'est là, en fait, qu'est avant tout rendu visible le domaine qui régit l'entente de la doctrine fondamentale de Nietzsche. Okay. Bon, autre concept, bien sûr, le surhumain. Bon, traduit comme surhomme chez Nietzsche, toujours. Donc, en 1940, pendant la guerre, Nietzsche ajoute aux deux termes principaux, c'est les deux concepts principaux de 36 à 40 étaient la volonté de savoir et l'éternel retour. C'est en 40 qu'il ajoute d'autres termes, 3 termes particulièrement: le nihilisme, la transvaluation de toutes les valeurs et le surhumain. Et je dirais que là, encore une fois, chaque fois que Heidegger se trouve coincé devant une question, il reformule la question comme étant une question de l'être. On voit ça très bien, par exemple, à la page 42, 43 du 2e volume. Ça, c'est... ouais, mais ça, c'est sur... enfin, c'est dans le contexte non pas du surhumain, mais dans le contexte de la transvaluation des valeurs et de la question de la valeur. Qu'est-ce qu'une valeur? C'est dans ce contexte-là qu'il est en train de se poser cette question. Qu'est-ce que vaut une valeur? Est-ce qu'une valeur vaut parce qu'elle sert de mesure, ou est-ce qu'elle sert de mesure parce qu'elle vaut quelque chose? Bien sûr, des questions très complexes sur ce qu'est une valeur éthique, une valeur morale. Hein. Est-ce que ça se vaut pour étant quelque chose de soi-même, ou est-ce que ça se vaut comme étant mesure? Est-ce que c'est subsumé, ou est-ce que ça montre que question très complexe, pas de réponse, mais un retour à l'être. Et donc, on retrouve donc, à la conclusion de cette délibération qui est très complexe, un retour simple à l'être. Valoir est un mode de l'être. Il n'y a de la valeur que dans un être valeur. La question concernant la valeur et son essence se fonde dans la question concernant l'être. Bon. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Quelle ombre de Nietzsche est-ce qu'on peut retrouver dans ce travail? Si ça se plie si souvent dans l'être et le néant, est-ce qu'il y a quelque chose ici avec Nietzsche qui augmente notre lecture du livre de 1927? Quelle serait cette ombre? Et aussi, devrait-on lire Heidegger des années 1930 et 1940, alors qu'il était membre du parti nazi et qu'il écrivait dans ses journaux privés qu'il maintenait pour lui-même seul? Il écrivait sur la conspiration juive mondiale. Devrait-on même lire le texte de 1927, son grand texte, Être et temps, qui est tellement entièrement imbriqué avec sa pensée, éventuellement sa pensée sur Nietzsche? Pourquoi commencer ce séminaire avec une ombre de Nietzsche ternie, contaminée, corrompue par le nazisme? Alors, je pense qu'en fait, on retrouve quelque chose d'essentiel dans cette utilisation de Nietzsche. Je pense que la question impérative aujourd'hui, particulièrement avec la remontée du fascisme en Europe, aux États-Unis, à travers le monde, la question impérative aujourd'hui, ce n'est pas de se poser la question s'il faut lire Heidegger parce qu'il était, à cause de son histoire, noire, sombre. Pendant de nombreuses années, en fait, moi, j'ai refusé de lire Heidegger pour cette raison. Mais je suis maintenant à une position un peu différente, en partie parce que je pense que personne ne serait épargné si nous adoptions cette approche. Je pense honnêtement qu'au fur et à mesure qu'on évolue, si on peut évoluer étant les désastres climatiques, disons, s'il y a évolution morale, toutes nos générations précédentes vont être moralement inadéquates et viles. Qu'elles soient esclavagistes, misogynistes, racistes, colonialistes, impérialistes, mangeurs d'animaux. Et je crois que je ne suis plus sûr que ça soit judicieux de mettre simplement de côté des penseurs immoraux. Et je ne crois pas que c'est la bonne façon d'aborder ces textes. Et donc, en même temps, je ne pense pas qu'on veut simplement débattre le passé et débattre la question du nazisme de Heidegger. Vous allez entendre beaucoup, j'en parle bien sûr parce que c'est important, mais il y a des débats énormes qui ont éclaté, importants. Hein, c'est très important. 1987, il y avait un livre de Frakias. Excusez-moi, il y a le nom qui... Il y avait un autre livre qui est sorti en 2014-2015 par un autre chercheur, Fay,
Faye, avec l'édition, bien sûr, des cahiers noirs. Il y a eu tout ce débat sur, sur Nietzsche et le nazisme, débat extrêmement important, mais c'est pas là où j'aimerais passer mon temps et mes recherches. Il y a tout un bon débat et des chercheurs très importants qui sont dans ce domaine, particulièrement l'éditeur des cahiers noirs, Peter Troni, ou Peter Troni, enfin, qui est l'éditeur et qui a écrit un livre très important qui s'appelle Heidegger et le mythe de la conspiration mondiale juive, quelque chose 2015, paru chez University of Chicago Press. Donc, tout ça, c'est... mais c'est important et je suis content que d'autres chercheurs font ce travail essentiel, mais il me semble que la question à poser, c'est plutôt quelque chose d'autre. C'est la question à poser, c'est quelle est l'ombre de Nietzsche projetée par Heidegger? En d'autres mots, quelle est l'ombre de Nietzsche projetée par un philosophe talentueux qui était un fasciste raté? On sait ce à quoi ressemble l'ombre de Nietzsche fasciste. C'est très facile, je veux dire, le livre a été repris par les nazis. Il y a un peu de débat, mais je crois que ça se tranche assez clairement. La sœur Elisabeth Forster Nietzsche, qui avait bien reçu Hitler, qui avait falsifié des lettres, qui a mis ensemble ce texte, La volonté de savoir, la reprise fasciste de Nietzsche, nous la connaissons bien. En partie. Ouais. Mais aussi par d'autres philosophes plus directement officiels, philosophes de la Troisième Reich, qui ont utilisé Nietzsche. Mais ici, la question qui se pose, mais c'est pas ça qu'on a ici. C'est quelque chose d'autre, et ça fait avec le fait que, en fait, d'une certaine manière, Heidegger avait une volonté fasciste, mais que cette volonté a manqué quelque part. Elle était manquante quelque part. Elle a échoué. Oui. OK. Alors, très facilement, bon, il faut bien comprendre que, alors, un peu de background, il est assez clair, je crois. Pour moi, il n'y a pas de doute que Heidegger avait une volonté fasciste. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cela? Ce que je veux dire, c'est que au début des années 1930, il ambitionnait le fascisme. Je trouve qu'on retrouve ça assez clairement dans ses carnets et aussi dans ses actions. Du reste, c'était là que j'avais commencé avec ces deux épigraphes. Mais revenons-y.
il rejoint le parti nazi très tôt. Il n'avait jamais révoqué son adhésion au parti nazi jusqu'à la dissolution du parti à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Il a continué à être membre du parti nazi à travers de 1933, de mai 1933 jusqu'en 1945. Il continuait à payer sa cotisation au parti nazi jusqu'à l'effondrement du parti même. Il rejoint le parti à une date précoce, mai 1933. Il remplace, dans ce contexte-là, en avril 1933, il remplace le recteur, il devient le recteur de l'université de Fribourg. Il faut bien comprendre qu'en avril 1933, par exemple, il y avait des boycotts des entreprises juives, il y avait le licenciement de tout employé public qui était juif. Quand lui-même il devient recteur de l'université, le 3 novembre 1933, donc il est recteur là depuis 5 mois à peu près, il publie un décret en sa qualité officielle de recteur qui applique la politique raciale du parti nazi aux étudiants de Freiburg, donc refusant les privilèges aux juifs et aux non-ariens. Donc dans ces actions, on voit une volonté de participer. Le rôle qu'il se donne comme recteur à Heidelberg, c'est principalement d'essayer de mettre en application une certaine vision qu'il pensait être celle du national-socialisme. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de discours qu'il a donnés, son discours du rectorat, où il y a des éléments à analyser importants. Il soutient le 10 novembre 1933, il soutient l'élection, qui est une élection uniquement pour le parti nazi. Bon. Mais cette volonté, je crois qu'on peut la voir beaucoup plus dans les textes qu'il écrit. Donc, en 33, 34. En fait, en 31, on l'entend déjà. Donc ça, c'est dans les réflexions. C'est le deuxième carnet. Le premier carnet a disparu. Personne ne sait où le premier carnet se trouve. Ce sont des carnets qu'il a gardés aussi et qu'il a, dans certains cas, modifié un peu, il fait des ajouts. Donc, c'était 1931. Seul qui est allemand est en état de dicter poétiquement l'être et de le dire à neuf originalement. Lui seul va conquérir à nouveau le foyer de fervescence de la théoria et enfin produire créativement la logique. Donc il y avait une certaine volonté en ce qui concernait cette notion du peuple allemand et une volonté d'utiliser l'éducation comme moyen de produire cette transformation. Par exemple, on retrouve sur l'éducation même, ça c'est du 33-34 dans le 3e cahier, c'est la section, le paragraphe, enfin la section 82, sens de l'éducation
au savoir, non pour soutenir notre réputation scientifique dans les congrès internationaux, mais pour éveiller la plus inhérente force d'existence de notre peuple, non pour la promotion de notre culture, mais pour gagner de haute lutte la charge de vouloir exister. Donc la mission qui s'était donnée, et ça allait avec sa philosophie. Donc, ça allait avec son histoire de la philosophie. Il y avait une volonté de transformer le peuple allemand en une force qui pourrait transformer le monde. Du reste, comme l'écrit Peter Tawney, donc l'éditeur des Cahiers Noirs, dans ce livre dont je vous ai parlé, il écrit « Tout ce qui reliait Heidegger au national-socialisme provenait de ce récit du premier commencement avec les Grecs et d'un autre commencement avec les Allemands. » C'est bien ce qu'on retrouve dans beaucoup de son travail, mais aussi dans ses réflexions. Sur la base de ce récit, Heidegger, this is Tawney, sur la base de ce récit, Heidegger embrasse la révolte nationale socialiste et se met à son service. Il y associe un national-socialisme spirituel qu'il distingue très tôt d'un national-socialisme vulgaire. Et jusqu'au bout, jusqu'à la capitulation, donc 1945, et malgré toutes les distanciations philosophiques, c'est à ce nationalisme-socialisme spirituel que Heidegger restera fidèle. Donc il avait cette volonté, je dirais. Il y a bien sûr tout un débat sur son antisémitisme et il y a eu pas mal de monde qui l'a défendu, mais sur cette question d'antisémitisme, je crois qu'il y a des passages dans les réflexions qui règlent un peu cette histoire, il me semble. Encore une fois, ça m'intéresse pas tellement de régler ces histoires, mais je veux dire, dans les réflexions donc, qui datent de 38-39, c'est du 38-39. Il écrit, ça c'est dans le 8e carnet, section 5, une des figures les plus occultes du gigantesque, peut-être aussi la plus ancienne, est l'habilité bien endurcie à calculer, à jouer des coudes et à faire les entourloupes sur quoi se fonde l'absence de monde du judaïsme. Donc il y a assez de passages ici pour indiquer qu'il y avait au moins chez Heidegger une continuité, qu'il y avait une continuité sur des propos d'une conspiration juive mondiale. Mais alors, encore une fois, pourquoi revenir sur ces questions? C'est parce que il a été rapidement marginalisé par Hitler et par le parti nazi. D'autres penseurs, Alfred Baumler, Alfred Rosenberg, deviennent les philosophes officiels du parti nazi. Malgré ça, Heidegger reste fidèle à cette vision, je dirais, est une vision fasciste de l'Allemagne pendant une bonne partie de la guerre jusqu'à la fin. Il déploie Nietzsche dans ce but. Mais il est écarté par le parti et par Hitler. Il s'est senti aliéné par rapport au parti. Il n'a pas répudié
le nazisme, il n'a pas pris de recul sur sa passion qui demeurait fasciste. Et dans ce sens-là, je serais d'accord avec la position d'Habermas, vraiment que Heidegger n'a pas tellement répudié le fascisme ni le nazisme, il s'est simplement désaffecté de la philosophie officielle des nazis. Et donc, quelle était cette vision philosophique qu'il avait espéré être celle de Hitler, mais qui a été rejetée? Quelle est cette histoire du monde, cette histoire de la philosophie avec les Grecs qui avaient été à la naissance de la philosophie, les Allemands qui étaient les seuls à pouvoir lui donner une nouvelle naissance après des millénaires de déclin? Quel était ce rôle qui confiait aux Allemands, au folk allemand, ce rôle indispensable de l'avenir? Alors c'est là où ça devient intéressant. C'était parce qu'il était écarté, en fait, qu'il renonce au rectorat. Il renonce au rectorat en 1934, après une année. Il se focalise sur ses cours sur Nietzsche, démissionne. Et quand il démissionne, il expliquera, et ça c'est, il écrira ça en 1945 à son fils. C'est quelque chose qui sera publié en 1983. Il dira: le rectorat était une tentative de voir dans le mouvement qui était arrivé au pouvoir, au-delà de tous ses défauts et de sa grossièreté, quelque chose qui avait une portée beaucoup plus grande et qui pourrait peut-être un jour amener une concentration sur l'essence historique occidentale des Allemands. On ne n'ira pas qu'à l'époque, je croyais à de telles possibilités et que pour cette raison, j'ai renoncé à la vocation proprement dite de la pensée au profit de l'efficacité d'une fonction officielle. En aucun cas, on ne minimisera ce qui a été causé par ma propre insuffisance dans la fonction, mais ces points de vue ne rendent pas compte de l'essentiel et de ce qui m'a poussé à accepter le rectorat. C'était quoi, encore une fois? Une tentative de voir dans le mouvement qui était arrivé au pouvoir quelque chose qui avait une portée beaucoup plus grande et qui pourrait peut-être un jour amener une concentration sur l'essence historique occidentale des Allemands. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, et quelle est cette ombre, donc, par un philosophe tarni, je dis, par une volonté de fascisme? Alors, une première réponse pourrait mêler un peu le psychologique, le politique et l'interprétation. Il s'agit de la manière dont Heidegger fait entrer les écrits de Nietzsche dans sa propre philosophie de l'être, de manière inflexible, constante, répétée. Là, il y a pratiquement pas d'ombre de Nietzsche, c'est presque tout du Heidegger. À titre d'hypothèse, on pourrait dire qu'il s'agit ici d'une ombre d'un fascisme raté parce que c'était toute la volonté de puissance qui est trop axée sur soi-même et pas assez sur le Führer, n'est-ce pas?
Euh, euh, donc, que le problème ici, d'une manière à la fois psychologique, politique et d'interprétation, c'est qu'il essayait de mettre à l'avant la philosophie, sa philosophie, au-dessus du supérieur au nazisme, n'est-ce pas? Okay. Donc, d'un certain sens, ce qui était plus important, c'était la philosophie, sa philosophie, mais la philosophie. Alors, revenons au premier épigraphe, n'est-ce pas? C'est quoi le premier épigraphe? 1933, on est donc dans le troisième carnet, 189. Non. Oh. Ouais, c'est ça. 198, excusez-moi, 198. En quelle mesure le national-socialisme ne peut en aucun cas devenir principe d'une philosophie, right? Mais au contraire doit toujours être placé sous la philosophie en tant que principe, n'est-ce pas? C'est cette idée, en fait, c'est cette idée que ce désir, ce désir fasciste est en fait un désir pour la philosophie et non pas tant pour la politique, pour le national-socialisme. Il y a moyen de démontrer, c'est la même chose dans le passage 70 avec lequel on avait commencé. Ouais. Nous ne voulons pas donner des soubassements théoriques au socialisme national. Donc, c'est pas de donner, c'est pas que la philosophie serve la politique, c'est que la politique serve la philosophie. Pas? Ce que nous voulons, il écrit, c'est, en anticipant leur élaboration, fournir au mouvement et à sa force de direction des possibilités de configurer le monde et de le déployer. Donc, ouais. Parce que tout le travail sur tout le travail que pourrait faire un mouvement national socialiste en Allemagne sur le peuple allemand pourrait donner naissance à cette renaissance de la philosophie qui avait commencé avec les Grecs, qui était une histoire de déclin et de nihilisme jusqu'aujourd'hui, et que le peuple allemand pouvait reconstituer, redonner naissance, etc. Et que donc, il fallait faire du travail. Il fallait reconstituer l'université de Freiburg, n'est-ce pas? Il y avait des choses à faire. Il y avait une différente manière de faire la pédagogie, l'éducation, mais pour redonner naissance à une philosophie qui est une philosophie de l'être, n'est-ce pas? Je veux dire, et du temps, right? Donc, le problème, en fait, c'est ça, et c'est pour cette raison-là qu'il n'a pas été le philosophe officiel du parti,
c'est qu'il mettait, d'abord, bien sûr, c'était trop compliqué, c'était trop ésotérique, mais aussi, il ne pliait pas la philosophie à la politique, il voulait plier la politique à la philosophie. Avec son ambition, en fait, avec cette ambition de tout, de remonter, de produire une philosophie qui se pose la question de qu'est-ce que ces choses, qu'est-ce qui existait pour ces choses qui existent, hein? Quel est l'étang de l'être? Bon, ça c'est un peu psychologisant peut-être. Peut-être qu'on pourrait essayer une deuxième hypothèse. C'est qu'en fait, cette manière de penser chez Heidegger permettait trop de volonté individuelle orientée vers soi-même, trop d'individualisme, en somme. Peut-être que là, ça ne facilite pas ou ça ne rend pas possible le Führer, le leader, le chef. C'est peut-être là le problème de Zarathustra, en fait, n'est-ce pas? C'est peut-être la raison pour laquelle Zarathustra n'était jamais capable d'attirer des adeptes. Je me demande pourquoi il est toujours tout seul, par lui-même. La raison en est peut-être que ses enseignements nous libéraient de lui. Il nous transformait tous, peut-être, en surhumains. Et pour cette raison, c'est peut-être pour cette raison qu'il n'y a pas aujourd'hui et qu'il n'y a jamais eu de parti, de mouvement, d'école zoroastre, nietzschéen. Il n'y a jamais eu de mouvement associé à Frédéric Nietzsche, sauf si on pense bien sûr à l'ombre fasciste réussite de Nietzsche, que je dirais était une appropriation. Non. Il y a un parti pour Marx, il y a des millions, des centaines de millions de marxistes. Il y avait certainement une école pour Freud. Il y avait beaucoup de Freudiens, mais il n'y a jamais eu de parti ou de mouvement nietzschéen. Et c'est peut-être de ce fait qu'il y a cette ombre de Nietzsche comme fasciste infructueux. Alors comment est-ce que cela se traduit dans l'interprétation de Heidegger de Nietzsche? Vous pourrez vous demander, qu'y a-t-il dans la lecture que fait Heidegger de la volonté de puissance ou de l'éternel retour qui sape le fascisme? Et la réponse pourrait être qu'il y a cette tendance, j'utilise le mot individuel, mais c'est un mot qui est beaucoup plus contemporain, qui n'aurait pas fait de sens dans le contexte heideggerien peut-être ou nietzschéen, mais une tendance individuelle dans l'interprétation de Heidegger qui mène dans une certaine direction. J'essaierai de séparer ici la forme de l'appropriation de Nietzsche par Heidegger, donc l'effort constant de plier Nietzsche dans Heidegger. Okay, je veux séparer cette forme de l'appropriation d'une part, d'autre part de sa lecture et de l'interprétation, je dirais, de la réelle interprétation. Réellement, qu'est-ce que Heidegger est en train de faire avec Nietzsche? J'aimerais isoler quelque chose de plus généralisable de ce que fait Heidegger lui-même. Et donc, si on se concentre plus largement sur cette interprétation de Nietzsche, ce que j'aimerais, l'hypothèse, c'est qu'il
il peut y avoir quelque chose d'idéosyncratique dans l'interprétation de Nietzsche par Heidegger qui ne permet pas de suivre, qui ne permet pas d'être des suiveurs, des followers, des moutons, disons. Elle ne permet pas la passivité et le suivisme. Elle incite chacun à être surhumain. Ce n'est pas une théorie sur un seul surhumain ou quelques surhumains choisis. Ce n'est pas une théorie qui incite les gens à devenir de nouveaux hommes qui vont suivre un surhumain. Quelqu'un comme Trump ou Berlusconi ou Bolsonaro ou Meloni. Le fascisme, bien sûr, est présent aujourd'hui, même plus que ces caractères dont je viens d'énumérer. C'est aussi présent dans l'autorité religieuse. Et ça va être intéressant ici de miner la critique du christianisme que Heidegger prononce dans ses volumes sur Nietzsche. Il y a certainement dans le travail de Nietzsche des critiques de l'asservissement religieux. Mais c'est quoi cette critique de l'asservissement religieux qui est associée avec une idolâtrie pour les Vikings, pour les Teutons, right? Pour les grandes bêtes blondes, dit-il. Ça n'équivaut pas à un suivisme fasciste. Chacun d'eux était une bête. Il n'est pas clair que le fascisme marche de cette façon. C'est peut-être dans ce sens-là que de populariser Nietzsche comme le faisait Heidegger nous rendrait ou a rendu Heidegger un fasciste raté. Alors, raté dans la mesure où la volonté de puissance, particulièrement comme créativité artistique, se généralise à tous. Serait-il possible que ce focus, la focalisation sur le surhumain, pourrait reproduire le problème qui déclenche l'échec de cette volonté fasciste de Heidegger? Alors, il faudrait bien sûr quelques caveats. Quelques caveats à cette proposition. Cette proposition pour reformuler ou récapituler, c'est que d'une manière ironique presque, paradoxale, la recherche pour l'essence de notre être, l'effort de comprendre l'être de l'être, l'essence de l'être, signifie que la volonté de puissance et le surhumain opèrent en chacun de nous. Ça fait partie de l'essence de notre être. Ça fait partie de notre être. Et ce serait donc cette tournure un peu paradoxale qui a en fait, dans cette interprétation, un aspect, une tendance, je dis ce mot
carefully, hein, une tendance démocratisante. La recherche de l'être, de l'étant de l'être, enfin, la recherche, la question de Heidegger implique d'une certaine manière que nous sommes tous les mêmes en tant qu'humains, qu'il y a une certaine universalité de cet être. Paradoxalement, la recherche de l'être implique un fil conducteur d'égalité, d'universalité qui, en soi, pourrait s'opposer au fascisme. Alors, bien sûr, deux caveats importants. Premièrement, Heidegger s'était opposé un peu à la démocratie, donc il faut faire attention. Donc, et aussi, avec ceux qui parlent de conspiration mondiale juive, bien sûr, l'égalité, ces notions d'égalité, ces notions de démocratie, pour Heidegger, je ne pense pas s'étendaient donc à tout le monde. Disons aux Allemands, peut-être. Oui, le Volk allemand, oui, oui. Donc, ce groupe euh, 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 est-ce qu'il y avait dans ce groupe une conception d'égalité, de la puissance de volonté dans ce groupe, le surhumain dans ce groupe était généralisé. Ce n'était pas un groupe qui était conçu comme étant une hiérarchie, n'est-ce pas? Bon, deuxième avertissement, bien sûr, Heidegger lui-même était opposé à la notion d'universalisme. Je crois, Richard Wolin nous met en garde sur ces questions-là. Il écrit: aux yeux de Heidegger, l'universalisme, quel qu'il soit, était un vestige de l'idéalisme ou de la philosophie du sujet que Heidegger cherchait à annihiler, fonctionnaient les métaphores violentes et martiales en vertu de son orientation vers la question de l'être. Ok, donc faut bien comprendre que on n'est pas en train de parler d'une philosophie de l'être qui démocratise, qui universalise, hein, mais c'est une philosophie de l'être qui, dans un certain contexte, représentait une forme de non-hiérarchisation. Je pense que c'était là la source, la graine du fascisme raté de Heidegger. C'était pour cette raison-là qu'il n'a pas été, qui n'est pas devenu le philosophe officiel du nazisme. Et donc, on pourrait se demander si on peut retrouver dans ces textes eux-mêmes que j'appellerais, seraient associés avec une volonté de fascisme, si on pourrait retrouver des noyaux de contre-fascisme. Est-ce qu'il se pourrait que ces œuvres auraient pu être le grain de l'échec il faudrait donc remonter et se poser les questions de l'être et du temps et les éléments, bien sûr, de haute abstraction, mais est-ce qu'on pourrait retrouver des éléments d'universalité qui font que Zarathustra
n'a pas de gens qui le suivent et que, en fin de compte, Heidegger a échoué à cette volonté. Bon. Alors pour conclure, je pense que cette lecture de Nietzsche est vraiment, que cette ombre de Nietzsche est vraiment très minimisée, qu'on ne retrouve ici vraiment presque que du Heidegger, que c'est la plus petite ombre, en fait, qu'on pourrait retrouver. Et il y a un passage dans le Nietzsche de Heidegger où il est en train de reprendre son analyse de la volonté de puissance en tant qu'art. Ça se trouve à la page 188, où il écrit nous avons supprimé le monde vrai, quel monde subsistait alors? Le monde apparent peut-être nullement. Il est en train de parler de Nietzsche sur la créativité. Il revient à un passage de Zarathustra. Il écrit « La lucidité de ce pas qui va le porter dans la pleine clarté où la moindre ombre s'évanouit, on l'éprouve immédiatement à l'allure alerte du style et de l'expression, midi, instant de l'ombre la plus courte, fin de la plus longue erreur, point culminant de l'humanité, incipit Zarathustra. » C'est cette lucidité que Zarathustra retrouve à midi quand il n'y a pas d'ombre. C'est à midi qu'il y a le moins de distance, l'ombre la plus courte entre Heidegger et Nietzsche. C'est à midi qu'ils deviennent en fait un. Le fasciste raté. Et donc on pourrait terminer un peu sur Ainsi parlait Zarathustra, le chapitre à l'heure de midi. Il est écrit « Silence, silence, le monde à l'instant même n'est-il devenu parfait ?» Parfait, bien sûr, pour Heidegger, qui arrive à plier Nietzsche à sa propre philosophie. Le monde à l'instant même n'est-il devenu parfait, rond et mûr, oh, ce cercle d'or bien arrondi. C'est peut-être qu'il y a presque pas d'ombre ici entre Heidegger et Nietzsche, parce qu'il l'a tellement plié à son propre désir de créer une philosophie qui pourrait redonner naissance à la philosophie, mais où il y aurait en fait dans cette notion de surhumain peut-être un moyen de résister pour Heidegger, peut-être non intentionnellement, mais pour résister à une volonté fasciste. Bon, voilà ma proposition.
Question, réaction, pensée. Oui. Je voulais savoir si la mission de texte est suivie, est-ce qu'il avait des critiques posées, par exemple, du nationalisme, du socialisme, du romantisme allemand, de l'avenir, etc., et de tout ce que ensuite oui, il a tout lu. Il a tout lu. Alors, c'est intéressant sur cette question de la volonté de puissance. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en 35, 36, 37, disons 36, il est encore très pris par la volonté de puissance et le texte même. Mais et en partie, il est, on le retrouve en train de faire des compliments à la sœur de Nietzsche, Elizabeth Forster Nietzsche, qui elle-même est décédée en 35. Donc l'année qu'il est mis sur la commission. Mais je dirais que c'est clair que la volonté de puissance joue un énorme rôle pour lui à cette période et qu'il fonde ses propres cours un peu sur l'organisation de ce texte. Mais par contre, il me semble assez clair que quand il arrive, quand on le lit en 1940, il a une position assez différente sur la volonté de puissance. Alors, il y a certains lecteurs, Hannah Arendt par exemple, mais d'autres aussi, qui ont proposé qu'il y a vraiment un changement de Heidegger vis-à-vis de la pensée de Nietzsche du premier au deuxième volume, essentiellement de 1936-37 à 1940. Moi, ma lecture est différente, c'est que en fait, c'était pas tellement un changement envers Nietzsche, mais c'était plutôt un changement envers l'importance de la puissance de volonté. Et du reste, on retrouve un passage intéressant dans le deuxième volume, un passage intéressant où il a une ouverture complètement différente sur la volonté de puissance et sur ce texte. Du reste, ça se trouve à la page 83 du deuxième volume, où il écrit l'ouvrage intitulé « La volonté de puissance, confusément constituée d'inédits posthumes » contient dans son numéro 700, etc. etc. Ouais. Alors, mais vraiment, quand il est en train d'écrire confusément constitué d'inédits posthumes, c'est un regard très différent sur cet objet qui est la volonté de puissance. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on retrouve une différence et que les autres textes vont jouer des rôles plus importants dans son interprétation. Il démissionne de la commission pour les archives de Nietzsche, en partie à cause de la censure qu'il voit s'opérer par les autorités nazies dans le travail de la commission elle-même. Donc, je dirais qu'il y a transformation, distanciation, mais distanciation
du texte, la volonté de puissance, qui donnera donc plus d'importance aux autres textes. Et puis, bon, en ce qui concerne, et c'est précisément ces autres indications, c'est précisément les textes de Nietzsche sur les textes un peu anti-allemands de Nietzsche, qui sont très forts, hein, qui sont éliminés dans le travail, et c'est pour cette raison-là qu'il démissionne. Donc, il était tout à fait au courant de tous ces passages, bien sûr. Mais vous savez, preuve, aujourd'hui, ces passages sont, et tous les carnets noirs et tous les écrits de Heidegger sont ouverts à des interprétations très différentes, ce qui fait qu'on peut souvent réinterpréter des passages à volonté. Quoi d'autre? Oui. Le moment de, où exactement le moment démocratique. Ouais, c'est un mot qui est pas très confortable dans ce contexte, mais c'est pas démocratique, je dirais, mais c'est une démocratisation de la surhumanité. Ok, dans le sens que on n'est pas écoutez, il était Heidegger, donc la vision à laquelle il s'opposait au fascisme biologisant et racialisant. C'était ça le courant du nazisme qui a pris le haut dans la philosophie officielle du nazisme. Il était contre ce concept biologisant. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que si on élimine ces thèmes biologisants, il est possible que le travail de devenir surhumain nous est ouvert à tous, n'est-ce pas? C'est ce contexte-là, c'est cette idée-là, que cette possibilité nous est ouverte à tous, n'est-ce pas? Et si cette possibilité nous est ouverte à tous, ce n'est pas nécessairement une philosophie qui se plie au fascisme du Führer, n'est-ce pas? Donc, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre que en partie, ce que nous sommes confrontés aujourd'hui à une résurgence du fascisme, je dirais. Et la question que pose cette ombre pour nous, c'est de faire des distinctions, dans des distinctions que beaucoup de personnes peut-être pensent sont trop microscopiques entre des différentes croyances qui ont une volonté fasciste. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette ombre.
entre volonté fasciste, cette ombre me semble plus intéressante à miner, à explorer, à comprendre que l'ombre hitlérienne de Nietzsche, d'une lecture plus hitlérienne de Nietzsche. Oui. Bien sûr, vous me donnez n'importe quelle autre alternative et je la prends. Mais quand même, il y a quelque chose d'important ici. J'ai vu une main ici, à droite. Oui. 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 Certainement, 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 certainement. Oui, 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 oui. Oui, oui, ouais, 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 ouais. Oui, c'est du fascisme. OK? C'est du fascisme. Je 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 n'essaie pas de minimiser ça, du reste, je sais pas, j'accentue ce fascisme. Mmh. C'est pas toute lecture de Heidegger qui parle d'un fascisme ou d'une volonté de fascisme. Donc, je mets le point sur ce fascisme. Mais c'est du fascisme raté. Il n'a pas été choisi comme le philosophe du nazisme. Ça, c'est important. C'est important. La question, c'est pourquoi. Mmh. Qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'il y avait dans cette théorisation qui le rendait inacceptable? Ça ne pouvait pas être simplement le fait que c'était trop compliqué. C'était pas simplement le fait, et bien sûr, il y avait beaucoup de politique, il y avait beaucoup etc. Mais je pense qu'il y avait quelque chose de fondamentalement euh, euh, déficient, défectueux dans sa conception de la philosophie comme étant au sommet et comme ouvrant cette possibilité, même dans un contexte fasciste, à la non-reproduction d'une hiérarchie, vraiment, dans un petit contexte. Oui. Est-ce que c'est pas justement cette moment de démocratisation qui est vraiment centré sur l'individu en lui-même qui permet par la suite qu'il soit réapproprié? En fait, c'est un peu une flèche à double sens, j'ai l'impression. Un couteau à double tranchant. Oui, en fait, parce que dans cet endroit-là, du coup, c'est vrai qu'il y a un aspect de démocratisation où des individus peuvent être égaux les plus militants, entre guillemets. Mais en même temps, j'ai l'impression que s'il n'y a pas un ancrage qui serait plus lié à une éthique, à des valeurs, à un collectif, un ancrage qui serait autre que celui de l'individu, c'est toujours voué à retomber dans l'appropriation que vous avez mentionné au début. mmh. Ouais, 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 ouais. Non, enfin, je sais pas si je sais pas, mais enfin, ce à quoi ça me fait penser, c'est, ce serait donc le problème de la relation entre l'individu et la collectivité.
conception et les problèmes d'une conception il semble, sur cette lecture, d'une conception très individualisante du travail à faire. Qui pourrait être un... mais c'est bien pour cette raison que il n'y a pas un parti nietzschéen, non? Il n'y a pas une collectivité nietzschéenne. Il n'y a pas vraiment de nietzschéen. Enfin, c'est pour cette raison-là d'une certaine manière, que ça ne fait pas de sens de parler d'une ou d'un nietzschéen. Mais oui, problème de collectivité. Ouais. Bon. Alors, on arrête là? Oui. Dans laquelle IBM a politique en informatique, donc dans un truc que vous avez utilisé. Parce qu'il y a en fait cette interdiction de la perspective de uniquement il est en train de la qualité et la qualité vraiment n'est pas physique, donc ça n'est pas physique de l'outil. Et il pense que la vérité demanderait soit une humanité sur laquelle elle soit utilisée comme l'unité, l'unité contrôlée. Donc, me semble que ça a vraiment une dimension dans laquelle c'est difficile de connecter sa propre philosophie dans ce sens du coup, pas seulement cette protection de la formation. C'est un peu, il a fallu à la philosophie participative, il a comment penser ça, il a contribué dans une pensée, dans ce que c'est une chose que je pense vraiment ça compte de lui, parce que une philosophie qui explique toute la pensée positive, donc c'est vraiment des choses pratiques. Oui, oui, ok. Donc, d'une certaine manière, ce qui est l'envers du fascisme raté, c'est tout de même un des philosophes les plus utilisés du XXe siècle. Et on pourrait donc se demander quel est le souci, de cette réussite philosophique. Ouais. 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 Ouais, 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 ouais. Ok. Et c'est quel passage encore? Chapitre 6 du volume 2, deux premières pages. Ok, ok, bien. All right. Bon,
on termine là. On va faire du Jaspers la semaine prochaine, peut-être un peu plus de Heidegger, je ne sais pas, je vais relire ces passages, on verra. Oui, non, merci. Et puis, bon, ok. Alors, demain, il y a un grand séminaire, vous êtes invités, vous avez reçu l'information? Oui, c'est à la librairie Utopie, Utopia, dans le 5e. Je vous renvoie l'information. Ce sera vraiment intéressant. Ça fait partie de Utopia 1313. On espère avoir, il y aura quelqu'un de Longomai, collective, du ZAD, je crois, de Notre-Dame-des-Landes, aussi des théoriciens sur André Gortz, c'est la pensée de la décroissance, degrowth, écologiste, mais c'est toute une philosophie économique de la décroissance, interrogée comme utopie. Okay, c'est à 6 heures demain à la librairie Utopia dans le 5e. Je vous renverrai les informations. Ok, ça devrait être intéressant. Oui. Ah, le cahier, merci. Ah la vache, je suis nul. J'ai même acheté un cahier. Bon, allez. Merci. Tu as bien lu la validation. Bon, je passe ça rapidement. Et sinon, si vous voulez continuer la conversation autour d'une bière, je vais aller en face là. Bon, tiens. Bon, vous mettez, je sais pas, votre nom, votre master. Merci.